Bien, bonjour à tous d'abord, par cette belle journée à Grenoble, pour ceux qui viennent d'ailleurs. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de me donner l'occasion de m'exprimer ce matin devant vous et saluer tous les participants à cette réunion. Alors, chacun se souvient des débats parfois passionnés qui ont accompagné l'examen du projet de loi qui deviendra la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement au sein du Parlement, mais également dans les médias et aussi dans l'opinion publique. Le projet a alors pu être regardé comme une série d'atteintes aux libertés, notamment au droit au respect de la vie privée et les capacités de surveillance ouvertes aux services de renseignement comme disproportionnées au regard des menaces, des risques et des enjeux de sécurité nationale, alors que l'encadrement juridique et le contrôle de l'action de ces services apparaissaient insuffisants. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, CNCTR, qui a été créée par la loi du 24 juillet 2015, a été mise en place en octobre 2015. Ces 2 premières années d'activité permettent de dresser un premier bilan de la mise en œuvre de cette loi et de celle du 30 novembre 2015, qui est relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales. Ce bilan donne des indications sur le bien-fondé des critiques que je viens de rappeler, et il permet de répondre à plusieurs des interrogations qui ont été suscitées par la réforme de 2015. S'agissant de la protection des droits au respect à la vie privée et au secret des correspondances, a-t-on finalement progressé dans la bonne direction? Le contrôle exercé par la CNCTR apporte-t-il satisfaction? Plus globalement, sommes-nous allés au bout des objectifs fixés par le législateur en matière de contrôle de l'action des services de renseignement? Ne peut-on aller plus loin? C'est à ces questions que je tenterai de répondre ce matin à partir de l'expérience de la CNCTR et en commençant par comparer l'état actuel du droit avec la situation antérieure à celle de 2015. Il faut se souvenir que jusqu'au début des années 1990, les activités des services de renseignement se sont exercées en dehors d'un cadre juridique défini et ont échappé à toute forme de contrôle externe. La loi du 10 juillet 1991, relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, a institué la première autorité administrative indépendante chargée de contrôler les interceptions de sécurité, c'est-à-dire les interceptions administratives de correspondance. Ce premier contrôle externe, exercé par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, la CNCIS, a par la suite été complété par un contrôle parlementaire, est exercé par une délégation parlementaire au renseignement qui a été établie par une loi du 9 octobre 2007. Si l'institution d'un contrôle externe d'activité des services de renseignement par une autorité administrative indépendante était novatrice en 1991, ce contrôle n'en demeurait pas moins très limité dans son champ d'intervention. En premier lieu, la loi ne prévoyait qu'un contrôle a posteriori des conditions d'autorisation et de mise en œuvre des interceptions. Ce n'est qu'en vertu d'une pratique établie d'un commun accord entre la CNCIS et le gouvernement dès l'entrée en vigueur de la loi de 1991 que la CNCIS va également rendre un avis au Premier ministre sur la légalité des demandes avant que celui-ci ne statue sur celle-ci. En second lieu, et surtout, le contrôle exercé par la CNCIS était limité à une seule technique, celle des interceptions de sécurité. Il faudra attendre une loi du 23 janvier 2006 pour que la compétence de la CNCIS soit élargie au contrôle a posteriori des accès Internet aux données techniques de connexion par les services du ministère de l'Intérieur, puis la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, pour qu'à partir du 1er janvier 2015, la Commission soit habilitée à contrôler a priori et a posteriori les géolocalisations en temps réel. Ainsi, pendant près de 25 ans,
si la pratique de la CNCIS est exercée dans le sens d'un contrôle plus exhaustif, a priori et a posteriori, des interceptions de sécurité, le cadre juridique définissant le périmètre du contrôle n'évoluera que de façon marginale. Le droit français ne contenait pas alors de règles claires et précises régissant la mise en œuvre de l'ensemble des techniques de renseignement effectivement utilisées. Car, en fait, une grande partie de ces techniques était mise en œuvre en dehors de tout cadre légal clairement défini, sans autorisation préalable de l'autorité politique et sans contrôle externe. Voilà la situation qui prévalait. Alors, cette situation était évidemment problématique à plusieurs titres. D'abord en termes de protection des libertés publiques. Elle n'offrait évidemment pas les garanties nécessaires, notamment à l'aune des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au respect de la vie privée et de l'interprétation qu'en donne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle ne permettait pas l'exercice nécessaire dans une société démocratique d'un contrôle rigoureux de l'action des services de renseignement, ce contrôle ressortissant aussi bien à l'autorité politique qu'à une autorité administrative indépendante. Elle maintenait l'action des services de renseignement dans une forme de clandestinité qui ne s'imposait pas, le plus souvent pour des motifs opérationnels, et qui était peu compatible avec l'état du droit. Elle plaçait les agents des services et les responsables de ceux-ci dans une situation d'insécurité juridique qui n'était pas conforme aux besoins de protection qu'ils pouvaient attendre de la loi. C'est donc dans ce contexte-là qu'a été votée la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Cette loi instaure le premier cadre juridique général pour l'activité des services de renseignement. Elle fixe les conditions de mise en œuvre des techniques de renseignement avec le souci de renforcer la protection des libertés individuelles tout en sécurisant juridiquement l'action des services de renseignement. Elle crée la CNCTR, qui est chargée du contrôle externe de la légalité de l'action des services de renseignement. Autorité administrative indépendante, celle-ci se substitue à la CNCIS et bénéficie de compétences et de prérogatives élargies par rapport à celle-ci. Les dispositions relatives à la surveillance des communications électroniques internationales contenues dans la loi relative au renseignement ayant été censurées pour incompétence négative par le Conseil constitutionnel, une loi distincte et nettement plus développée que ces dispositions censurées a ultérieurement été votée et promulguée. C'est la loi du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales. Comme la loi du 24 juillet 2015, ce texte confie à la CNCTR une mission de contrôle des activités menées par les services de renseignement dans ce domaine. Ces deux lois ont-elles permis de faire progresser l'état des libertés en France? On notera en premier lieu que le nouveau cadre juridique issu de la loi du 24 juillet 2015 vise à garantir, je cite, le respect de la vie privée dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances, la protection des données personnelles et l'inviolabilité du domicile. Fin de citation. Alors que la loi du 10 juillet 1991 ne mentionnait que la protection, je cite, du secret des correspondances émises par la voie des télécommunications. Fin de citation. Il en résulte que la CNCTR apprécie la légalité de la mise en œuvre des techniques de renseignement au regard de l'atteinte portée à la vie privée des personnes concernées. Cette appréciation inclut un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte à la vie privée qui résulterait de la mise en œuvre de la technique de renseignement sollicitée et la gravité des menaces ou le caractère fondamental des enjeux invoqués par le service de renseignement pour justifier sa demande. Plus la technique sollicitée est intrusive, plus le service devra, pour convaincre la Commission, étayer la réalité et l'importance des demandes auxquelles il veut parer. De surcroît, pour les techniques les plus intrusives qui impliquent l'introduction dans un lieu privé, la Commission vérifie, à travers l'exercice d'un contrôle de subsidiarité, que les renseignements recherchés ne pourraient être efficacement collectés par d'autres moyens légaux moins attentatoires à la vie privée et au secret des correspondances. Il faut ici rappeler que le respect de la vie privée est un principe garanti à tous les degrés de la hiérarchie des normes,
qu'il est quotidiennement invoqué devant les juridictions des ordres judiciaires et administratifs, qui se prononcent sur la proportionnalité des atteintes susceptibles de lui être portées. Le droit au respect de la vie privée est inscrit, vous le savez, à l'article 9 du Code civil, depuis une loi du 17 juillet 1970. Le Conseil constitutionnel lui a reconnu en 1999 une valeur constitutionnelle, en estimant que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen impliquait le respect de la vie privée. C'est aussi un principe consacré par le droit européen et international. Il figure à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et bien sûr à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. C'est en application de ces normes nationales, européennes et internationales et en tenant compte de la jurisprudence judiciaire, administrative et internationale qui est désormais abondante que la CNCTR exerce son contrôle a priori et a posteriori. Arrêtons-nous d'abord un instant sur l'exercice par la CNCTR du contrôle a priori. Le contrôle a priori instauré par la loi du 24 juillet 2015 pour toutes les techniques de renseignement prévues par cette loi consiste à soumettre toutes les demandes tendant à la mise en œuvre de ces techniques à l'avis de la CNCTR avant qu'elles soient transmises avec l'avis de la Commission pour décision au Premier ministre. La procédure ainsi prévue par la loi est très novatrice en droit français. En premier lieu, aucune des techniques de renseignement prévues par la loi ne peut désormais être mise en œuvre sans autorisation préalable du Premier ministre. C'est un changement majeur par rapport aux pratiques antérieures, qui laissait une importante marge de manœuvre aux services qui, hors le cas des interceptions de sécurité et à partir de 2006 de l'accès aux données de connexion par les services du ministère de l'Intérieur, pouvaient eux-mêmes décider de recourir à telle ou telle mesure de surveillance. Sur le plan politique, chaque autorisation de recourir à une technique de renseignement engage donc désormais le chef du gouvernement. En second lieu, une loi impose pour la première fois le contrôle préalable d'une autorité administrative indépendante sur toutes les demandes. Elle prévoit certes une exception dans les situations dites d'urgence absolue, dans laquelle le Premier ministre délivre de manière exceptionnelle l'autorisation sans avis préalable de la CNCTR. Mais cette exception est circonscrite à des cas exceptionnels d'extrême urgence, typiquement l'imminence d'un attentat, à la prévention d'atteintes particulièrement graves à l'ordre public, indépendance nationale, intégrité du territoire, défense nationale, atteinte à la forme républicaine des institutions, prévention du terrorisme. Elle n'est applicable ni pour autoriser la surveillance d'un parlementaire, d'un magistrat, d'un avocat ou d'un journaliste, ni pour autoriser la mise en œuvre des techniques de renseignement les plus intrusives. Le Premier ministre doit en outre informer sans délai et par tout moyen la CNCTR et justifier auprès de celle-ci les motifs qui l'ont conduit à prendre sa décision et le caractère d'urgence absolue. La Commission peut recommander au Premier ministre l'interruption immédiate de la mise en œuvre de la technique, si elle n'est pas convaincue, et elle peut aussi saisir en procédure d'urgence le Conseil d'État si le Premier ministre ne donne pas suite à sa recommandation. En pratique, en 2 années de fonctionnement de la CNCTR, le Premier ministre a eu recours une seule fois à la procédure d'urgence absolue. Il s'agissait d'un risque imminent d'attentat terroriste. La CNCTR a été immédiatement informée et la mesure de surveillance a été levée au bout de quelques heures lorsqu'il est apparu que le risque n'était pas avéré. On peut légitimement en conclure, au regard des garanties et des restrictions posées par la loi, et au regard aussi de la pratique que je viens de rappeler, et pratique qui s'établit sur maintenant 2 ans, que les inquiétudes qui se sont exprimées en 2015 au sujet de cette exception à la règle du contrôle a priori de la CNCTR se sont révélées infondées. Et l'on peut aujourd'hui affirmer que le contrôle préalable de la CNCTR est réellement la règle pour l'application de la loi du 24 juillet 2015. Dans le cadre de ce contrôle préalable, la Commission vérifie que les demandes procèdent d'une autorité compétente, qu'elles sont présentées selon une procédure régulière, qu'elles relèvent bien des missions confiées aux services demandeurs,
qu'elles sont rattachables à l'une au moins des finalités limitativement énumérées par la loi pour permettre la mise en œuvre d'une technique de renseignement, et que les atteintes qu'elles portent au respect de la vie privée des personnes sont proportionnées aux motifs invoqués. Pour exercer ce contrôle, la CNCTR est saisie par le ministre de tutelle du service demandeur d'une demande motivée, préalablement validée par ce ministre. Si la motivation lui paraît insuffisante, elle peut demander des renseignements complémentaires par tout moyen, y compris par l'audition de représentants du service dans des cas complexes. Le délai imparti à la Commission pour statuer ne court qu'à partir du moment où la CNCTR estime que la motivation est complète. La Commission ne se borne pas à donner des avis favorables ou défavorables. Elle assortit souvent ces avis favorables d'observations et de restrictions qui peuvent tenir à la durée de la mise en œuvre de la technique, plus courte que celle demandée par le service, voire aux conditions de mise en œuvre de cette technique si celle-ci est très intrusive. La Commission pourra s'assurer, dans l'exercice de son contrôle a posteriori, que ces conditions ont été effectivement respectées par le service. La Commission motive ses avis défavorables pour permettre au service demandeur d'être informé du raisonnement qu'elle a suivi et d'en tenir compte pour ses demandes futures. À travers ces avis, elle forge sa doctrine et veille à la porter à la connaissance des services de renseignement, de leur ministre de tutelle et du Premier ministre. Ce faisant, elle s'efforce d'être prévisible, ce qui aide les services de renseignement et leur tutelle à déterminer ce qu'ils peuvent être autorisés à faire et ce qu'ils ne seront pas autorisés à faire. Durant sa première année d'activité, la CNCTR a rendu un nombre substantiel d'avis défavorables. 6,9% sur toutes les techniques, hors celles concernant l'accès aux données de connexion en temps différé. Ce taux élevé par rapport à la pratique de la CNCIS s'explique par deux éléments. L'un est conjoncturel et reflète une phase d'adaptation de la pratique des services de renseignement au développement de la doctrine de la CNCTR. L'autre est plus pérenne et tient au fait que certaines des nouvelles techniques de renseignement prévues par la loi du 24 juillet 2015 ont un caractère intrusif plus élevé que les interceptions de sécurité traitées par la CNCIS et appellent donc, de la part de la CNCTR, un niveau de contrôle plus exigeant. C'est une déclinaison du principe de proportionnalité que j'ai déjà évoqué. Les avis préalables de la CNCTR sont rendus soit en formation collégiale, soit par un membre de la commission ayant la qualité de magistrat. C'est le cas des 2 membres de la Cour de cassation et des 2 membres du Conseil d'État qui composent la commission. Sont traités en formation collégiale, restreinte, c'est-à-dire sans les parlementaires, ou plénière, les demandes pour lesquelles la loi a explicitement prévu ce mode de délibération. C'est le cas pour les techniques de surveillance qui impliquent la pénétration dans un lieu d'habitation ou pour le recueil de données informatiques dans un lieu privé. C'est aussi le cas pour toutes les demandes de techniques ciblant un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste, quelle que soit sa nationalité. Sont également traitées en formation collégiale les demandes qui présentent un intérêt doctrinal ou une difficulté particulière. D'une manière générale, la CNCTR a fait le choix, contraignant pour ses membres, d'un recours fréquent à la délibération collégiale, en pratique plusieurs fois par semaine, au moins 3 fois par semaine. Ce mode de délibération, qui permet le débat interne, est proche de celui d'une juridiction qui est déjà familier aux membres de la Commission issus de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Il conforte l'autorité et l'indépendance de la Commission. L'exercice du contrôle a priori est enserré dans des délais de procédure contraignants. Une fois saisie d'une demande, la Commission dispose d'un délai de 24 heures pour statuer si l'avis est rendu par un seul de ses membres, et ce délai est porté à 72 heures si la Commission décide de se prononcer en formation collégiale. Ces contraintes légales ont conduit la Commission à organiser un dispositif de permanence lui permettant de statuer à tout moment et dans des conditions adaptées à l'urgence de certaines demandes. Pas une seule fois, en tout cas, la CNCTR ne s'est trouvée dans la situation où son avis a été réputé rendu, faute d'avoir été émis dans le délai légal. La loi du 30 novembre 2015 n'a quant à elle pas prévu de contrôle a priori de la CNCTR pour la surveillance des communications électroniques internationales. Les finalités
permettant de surveiller ces communications sont identiques à celles de la loi du 24 juillet 2015 pour l'emploi des techniques applicables à la surveillance du territoire français. Mais la procédure de contrôle est différente. La loi a en effet prévu que les autorisations d'interception et d'exploitation des communications sont délivrées par le Premier ministre sans avis préalable de la CNCTR. Celle-ci n'exerce donc sur ces communications qu'un contrôle a posteriori. Cependant, sollicitée en avril 2016 par le Premier ministre, la CNCTR a accepté, dans un premier temps à titre expérimental, d'exercer un contrôle a priori sur les demandes d'exploitation des communications interceptées. Après une année d'expérimentation qui lui a permis de constater que ce contrôle était effectivement utile pour l'exercice de sa mission de protection des libertés, la CNCTR a accepté de le pérenniser en mars 2017. Elle se trouve donc, pour l'exercice de la surveillance des communications électroniques internationales, dans une situation comparable à celle de la CNCIS pour la surveillance des interceptions de sécurité. Le législateur s'est limité à prévoir un contrôle a posteriori. Le contrôle a priori s'est établi hors du cadre légal en vertu d'un accord entre le Premier ministre et l'instance de contrôle. On aura compris que l'exercice du contrôle a priori est essentiel dans le cadre des deux lois de 2015 pour permettre à la CNCTR de remplir sa mission. Cependant, pour être complet et effectif, ce contrôle ne saurait se borner à l'examen préalable des demandes émanant des services. Il doit aussi porter sur la mise en œuvre des techniques autorisées. Pour mener cette mission de contrôle a posteriori, qui s'exerce dans le cadre de la loi du 24 juillet 2015 et dans celui de la loi du 30 novembre 2015, la CNCTR dispose d'un accès permanent, complet, direct et pour certaines techniques immédiat aux relevés de mise en œuvre, aux registres prévus par la loi, aux renseignements collectés ainsi qu'aux transcriptions et extractions effectuées par les services bénéficiaires. Elle accède également aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés, ainsi qu'aux locaux dans lesquels ceux-ci sont conservés. Les prérogatives de la CNCTR en matière de contrôle a posteriori sont par ailleurs renforcées par la faculté de formuler des recommandations au Premier ministre en cas de découverte d'une irrégularité dans la mise en œuvre d'une technique ou lorsque cette mise en œuvre ne paraît plus justifiée au regard des prescriptions légales qui l'ont fondée. Dans ce cas, la Commission peut recommander d'interrompre la technique, voire de détruire les informations déjà collectées. Elle peut également adresser de telles recommandations au ministre de tutelle du service de renseignement ou au service lui-même. À ce jour, la CNCTR n'a pas constaté de graves dysfonctionnements et elle a, de ce fait, peu eu à faire usage de son pouvoir de recommandation pour faire cesser un dysfonctionnement. Il y a eu quand même des dysfonctionnements constatés qui concernaient une mauvaise application de certaines dispositions légales propres à telle ou telle technique. Et ce dysfonctionnement résultait généralement d'une mauvaise compréhension de ces dispositions. La CNCTR a veillé à ce que ces dysfonctionnements cessent. Elle n'a pas constaté de mise en œuvre d'une technique qui n'aurait pas été autorisée. La plupart des services ont consacré des moyens et des efforts importants en matière de formation des agents, notamment pour s'assurer d'une bonne mise en œuvre des lois de 2015. La Commission contribue elle-même à cette formation en maintenant avec les services un dialogue de travail permanent qui lui permet de diffuser sa doctrine et d'identifier rapidement les difficultés d'application que les dispositions légales peuvent susciter. Il faut ajouter que la CNCTR ne se borne pas à un examen individuel des demandes de techniques de renseignement. La loi lui a aussi confié un rôle plus large de conseiller du gouvernement sur l'encadrement juridique des activités de renseignement. Elle donne ainsi son avis sur les mesures réglementaires d'application des lois de 2015. Elle l'a fait notamment sur les dispositions définissant les compétences des services de renseignement dits du second cercle et sur la définition des données de connexion pour n'évoquer que des délibérations à caractère public. Elle est aussi activement intervenue pour définir les conditions de mise en œuvre de la loi du 30 novembre 2015 et pour aider à délimiter, après la décision du Conseil constitutionnel du 21 octobre 2016,
déclarant non conforme à la Constitution l'article L811.5 du Code de la sécurité intérieure relatif à l'exception hertzienne, le nouveau périmètre de cette exception, je vais revenir sur ce point. Comme la CNCIS, la CNCTR est une autorité administrative indépendante. L'indépendance de la Commission est garantie par son statut, lui-même fixé par la loi. La CNCTR est dotée d'une instance collégiale de 9 membres, qui comprend 4 parlementaires, 2 députés, 2 sénateurs nommés par le président de leurs assemblées respectives et représentant majorité et opposition. 2 membres du Conseil d'État, nommés par le vice-président du Conseil d'État, 2 magistrats de la Cour de cassation, nommés conjointement par le premier président et le procureur général de la Cour, et une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communication électronique, nommée par le président de la République sur proposition du président de l'ARCEP. Conformément à la loi, les nominations assurent une égale représentation des femmes et des hommes au sein de la Commission. Le mandat des membres qui ne sont pas parlementaires est de 6 ans, il n'est pas renouvelable. Le président est choisi par le président de la République parmi les membres désignés du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. Sa nomination est soumise aux dispositions de l'article 13 de la Constitution qui prévoit un avis public préalable de la commission permanente compétente de chaque assemblée. La loi prévoit que les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité. La prévention des conflits d'intérêts est notamment assurée par l'application aux membres de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ainsi que par les dispositions particulières de l'article L832.2 du Code de la sécurité intérieure. Un règlement intérieur rendu public précise les obligations et les règles déontologiques que les membres, mais aussi les agents de la Commission doivent respecter. Pour exercer sa mission de manière effective, la Commission doit disposer de moyens adéquats. 3 membres de la CNCTR, y compris le président, exercent leurs fonctions à plein temps. La CNCTR est en outre assistée d'un secrétariat. Elle a au départ bénéficié des moyens plutôt modestes mis à la disposition de la CNCIS, puis elle a rapidement procédé à des recrutements pour se doter d'un secrétariat adapté à l'ampleur de sa mission. Pour fixer les idées, je rappellerai que la CNCIS examinait directement, lors de ses dernières années d'activité, environ 7000, un peu moins d'ailleurs, 7000 demandes d'interception de sécurité par an et supervisait a posteriori la délivrance par une personnalité qualifiée rattachée au Premier ministre d'environ 42 000 demandes d'accès en temps différé à des données de connexion sur la même durée. La CNCTR examine désormais directement et a priori les mêmes types de demandes, dont le volume a cru depuis 2015, ainsi qu'environ 10 000 demandes supplémentaires de mise en œuvre des nouvelles techniques de renseignement prévues par la loi du 24 juillet 2015. S'ajoutent à cela les besoins propres à l'exercice du contrôle a priori et a posteriori de la surveillance des communications électroniques internationales. Au 1er septembre 2017, le secrétariat de la CNCTR était constitué d'une équipe de 17 agents recrutés pour la connaissance juridique ou technique. La dimension technique a notamment été renforcée pour permettre à la Commission d'adapter ses capacités de contrôle à la sophistication des outils de surveillance électronique. La CNCTR a aussi mis à profit le recrutement des nouveaux agents pour renforcer ses missions, ses actions de contrôle a posteriori, en particulier les contrôles réalisés sur pièce et sur place. En 2016, elle a pu réaliser un peu plus de 50 contrôles. Elle en aura effectué plus d'une centaine cette année. Le législateur a donc confié à la CNCTR des compétences, des prérogatives et des moyens plus larges que ceux de la CNCIS. Mais pas plus que la CNCIS, la CNCTR ne dispose d'un pouvoir de décision. Le Premier ministre n'est en effet pas juridiquement lié par les avis rendus par la Commission. Car le législateur a estimé que la responsabilité d'assurer l'ordre public par des mesures de police administrative ne saurait être confiée qu'au gouvernement, sous le contrôle du Parlement, et ne pouvait être déléguée à une autorité administrative indépendante. Ce choix est parfois critiqué, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui imposerait que l'autorisation d'une technique de renseignement émane d'un juge ou d'une autorité administrative indépendante. C'est à la Cour européenne, qui est saisie de plusieurs requêtes contre la loi du 24 juillet 2015, qu'il reviendra, le cas échéant, de trancher.
Ce point sera d'ailleurs probablement développé tout à l'heure par l'un des cabinets d'avocats auteurs des requêtes devant la Cour, s'il en juge par le programme. Je me borderai ici à signaler que dans le cadre juridique établi par la loi du 24 juillet 2015, la CNCTR est vis-à-vis du Premier ministre dans une meilleure position que ne l'était la CNCIS. La loi a en effet prévu un mécanisme très novateur renforçant le poids des avis formulés par la Commission. Le président de la CNCTR ou 3 au moins des membres de celle-ci peuvent en effet saisir le Conseil d'État d'un recours lorsque le Premier ministre passe outre à un avis défavorable de la Commission. Ce recours est même obligatoire lorsque le Premier ministre autorise l'introduction dans un lieu d'habitation malgré un avis défavorable de la CNCTR. Ce recours s'exerce devant une formation spécialisée du Conseil d'État dont les membres sont habilités par la loi à connaître d'informations classifiées. Autrement dit, en cas de désaccord entre la CNCTR et le Premier ministre, c'est le Conseil d'État qui est amené à arbitrer, en pleine connaissance de cause, en pleine connaissance de tous les éléments du dossier, sans que puisse lui être opposé le secret de la défense nationale. Il fait peu de doute que la perspective de devoir se justifier devant la plus haute juridiction administrative s'il décidait d'autoriser, contre l'avis de la CNCTR, une technique de renseignement, incite le Premier ministre à la prudence dans l'exercice du droit qui est le sien de ne pas suivre un avis de la Commission. On observe en tout cas qu'en 2 années de fonctionnement du nouveau cadre légal, et sous 3 premiers ministres, pas une seule fois, le chef du gouvernement n'a décidé de ne pas suivre un avis défavorable de la CNCTR. Cette situation tranche par rapport à celle que décrivait la CNCIS, et je parle ici en présence de Jean-Marie Delarue qui sait de quoi je parle, que décrivait la CNCIS dans son dernier rapport qui faisait état de plusieurs cas de passé outre par le Premier ministre. Vous aurez compris à la lumière de ce que je viens de vous exposer que je tire de la loi et de sa mise en œuvre depuis 2 ans un bilan positif en termes de protection des libertés. Il me semble peu contestable qu'entre le régime de la loi du 10 juillet 1991 et celui des 2 lois de 2015, il y a eu de nets progrès dans l'encadrement des activités des services de renseignement et dans leur contrôle. Grâce à ces lois, ces services se rapprochent du droit commun des services publics, ce qui ne peut qu'être favorable à la protection des libertés. La capacité de la CNCTR à exercer sa mission de contrôle a pu se mettre en œuvre de manière satisfaisante. Les services de renseignement se sont adaptés aux contraintes nouvelles fixées par la loi et, selon les constats établis par la Commission, n'ont pas cherché à les contourner. Les ministres concernés et le Premier ministre ont noué avec la Commission une relation de travail de bonne qualité. Devons-nous en conclure que l'édifice des 2 lois de 2015 est si parfait que, tel l'acropole, il va résister à l'usure du temps et servir d'exemple au monde entier perdu d'admiration? Bien sûr, il n'en est rien. Si elles ont constitué un net progrès par rapport à un état de droit devenu obsolète, les lois de 2015 n'en comportent pas moins des insuffisances, voire des incohérences, et elles ont d'ailleurs déjà dû être modifiées à plusieurs reprises. La première modification a porté sur les dispositions de la loi du 24 juillet 2015 relatives au recueil des données de connexion en temps réel, qui en sont codifiées à l'article 851.2 du Code de la sécurité intérieure. La loi initiale avait fixé pour la mise en œuvre de cette technique des conditions beaucoup plus strictes que celles qu'elle avait prévues par ailleurs pour les interceptions de sécurité. Or, une interception de sécurité permet de recueillir en temps réel le contenu des communications électroniques d'une personne et ses données de connexion. Il était donc incohérent de prévoir des conditions de mise en œuvre plus strictes pour une technique de fait moins intrusive puisqu'elle ne permet pas de recueillir le contenu des communications. L'incohérence a été atténuée par la loi du 21 juillet 2016 qui a rapproché les conditions de mise en œuvre des 2 techniques. L'article L851.2 a dû cependant être modifié une 2e fois par la loi du 30 octobre 2017 qui renforce la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, à la suite d'une décision QPC du Conseil constitutionnel du 4 août 2017, censurant partiellement la modification opérée par la loi du 21 juillet 2016. La nouvelle disposition législative prévoit que le nombre d'autorisations simultanées de recueil en temps réel des données de connexion devra,
comme pour les interceptions de sécurité, faire l'objet d'un quota fixé par le Premier ministre après avis de la CNCTR. La deuxième modification apportée à la loi du 24 juillet 2015 a consacré l'entrée du renseignement pénitentiaire du ministère de la Justice dans le cercle des services de renseignement. La loi du 3 juin 2016 a ouvert au gouvernement la possibilité de confier au service du ministère de la Justice chargé du renseignement pénitentiaire la faculté de recourir à différentes techniques de renseignement. La loi du 28 juillet 2017 a en outre prévu 2 nouvelles finalités spécifiques au domaine pénitentiaire pour lesquelles les services de renseignement pénitentiaire peuvent recourir à certaines techniques de renseignement, à savoir la prévention des évasions et la garantie de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires. Enfin, le cadre légal applicable à la surveillance des communications hertziennes a été modifié par la loi du 30 octobre 2017. Les transmissions empruntant exclusivement la voie hertzienne ont longtemps échappé au contrôle de la CNCIS comme à celui de la CNCTR. En 1991, au moment de légiférer sur le nouveau cadre légal des interceptions de sécurité, le législateur avait prévu un régime dérogatoire du droit commun pour les seules techniques de surveillance menées sur le domaine hertzien. Cette exception au droit commun des interceptions, dite exception hertzienne, était alors justifiée par la nécessité de maintenir, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, disait la loi, des mesures de surveillance générale et de contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne. Il en résultait que la CNCIS n'exerçait aucun contrôle sur ces mesures de surveillance, au motif qu'elles étaient réputées ne pas viser des communications individualisables et donc ne pas porter atteinte au secret des correspondances. Ce même raisonnement conduira à nouveau le législateur, à l'occasion de l'examen du projet de loi sur le renseignement en 2015, à laisser subsister cette exception hertzienne. Or, le Conseil constitutionnel, saisi par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité, a censuré, dans une décision du 21 octobre 2016, les dispositions de l'article L811-5 du Code de la sécurité intérieure, qui codifiait les dispositions de la loi du 24 juillet 2015 sur l'exception hertzienne. Il a estimé que, faute de garanties appropriées et de précisions suffisantes sur son champ d'application, ces dispositions portaient une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances. Le Conseil constitutionnel a rejoint en cela l'avis de la CNCIS, exprimé à plusieurs reprises, puis de la CNCTR, selon lesquels le régime de l'exception hertzienne, tel qu'il avait été imaginé en 1991, puis reconduit en 2015, était devenu obsolète et qu'il convenait désormais de le cantonner au strict nécessaire. Pour répondre aux injonctions du Conseil constitutionnel, la loi du 30 octobre 2017 a créé un nouveau régime juridique opérant une conciliation entre la nécessité, d'une part, de maintenir une exception hertzienne réduite aux seules nécessités strictement opérationnelles, qui sont pour l'essentiel d'ordre militaire, et celle, d'autre part, de protéger les libertés. À cette fin, la loi limite la nouvelle exception hertzienne à l'interception résiduelle de réseaux ouverts, non gérés par un opérateur et non privatifs. Elle prévoit par ailleurs un régime préalable d'autorisation par le Premier ministre, après avis de la CNCTR, d'une nouvelle technique de renseignement permettant l'interception de communications empruntant un réseau hertzien privatif. Désormais, donc, ce type d'interception ne peut se faire qu'après autorisation. Il en résulte une nette réduction du périmètre de l'ancienne exception hertzienne et la mise en place par la loi, par ailleurs, et à la demande de la CNCTR, d'un droit de regard de la Commission sur l'activité des services dans le cadre de l'exception hertzienne, pour s'assurer que les activités menées dans ce cadre demeurent effectivement limitées à celles que la loi a prévues. Alors tout ceci, et je conclus, montre que le cadre légal issu de la réforme de 2015 est loin d'être figé. Cette réforme a permis l'émergence dans notre pays d'un droit du renseignement. J'ai la conviction qu'elle lance un processus plus qu'elle ne le conclut. Nous avons déjà vu que la pratique était en avance sur la loi en établissant pour la surveillance des communications électroniques internationales un contrôle a priori de la CNCTR que la loi du 30 novembre 2015 n'avait pas prévu. Il serait évidemment souhaitable que la loi désormais se mette au niveau de cette pratique.
Mais il y a aussi d'autres ajustements à prévoir, et la CNCTR entend, notamment dans ses rapports annuels, être force de proposition et force de recommandation dans ce domaine. Je vous remercie.